Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, Charles Gave. Quand il peut, hein. Oui, quand il peut, parce que justement, ça va être notre premier point. Je crois qu'il y a des choses, on comprend pas tout, on sait pas pourquoi. En la présence discrète du DAF, qui va pas ronfler trop fort parce qu'il a l'air complètement atone. D'ailleurs, je veux prendre un petit moment pour remercier le très généreux donateur qui m'a envoyé des oreilles de porc, enfin pas à moi directement, mais au DAF. Et des pieds de cochon. Et des pieds de cochon, oui. Non, et des sortes de petites friandises pour chiens. Il s'est régalé. J'ose pas donner votre nom à l'antenne parce que je ne sais pas, mais en tout cas, merci beaucoup. Il se reconnaîtra et le chien s'est régalé. Mais il faut pas le gâter trop parce qu'il est déjà un peu vers les 24 kilos, ce qui pour un beagle est pas mal parce qu'il devrait être plutôt vers les 17. Donc, enfin bon, ça n'empêche pas les sentiments. Voilà. Écoute, j'aurais aimé commencer sur un point sur le rouble. Voilà. Parce qu'on comprend rien. On comprend pas ce qui se passe. Alors si, on a compris que Bruno, hashtag ce génie, hashtag Bruno est un génie, devait mettre à mal l'économie russe. On avait quand même un doute de départ, doute confirmé. Doute confirmé. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, d'après les chiffres qu'on peut avoir, parce que les marchés sont ce qu'ils sont, et ils sont pas tellement... En ce moment, le rouble serait à 65. Bon. C'est-à-dire qu'il était à 80 avant la crise, donc il est beaucoup plus haut. Hein. Mm-hmm. Et la question que je me pose est la suivante, c'est bon, le rouble est à 65. Vous pouvez payer votre pétrole soit en rouble. Ça change toutes les semaines. Hein. Ça change toutes les semaines. Parce qu'une fois la Commission européenne dit non. Bah là, hier, von der Leyen a dit non, ça, c'est pas possible. Ensuite, certains pays du style la Roumanie disent oui, mais non, mais en fait, si nous, on va quand même payer en rouble parce que voilà. Donc, on ne sait pas, en fait. En fait, on ne sait pas. Mais enfin, la réalité, c'est que le pétrole continue à couler. Donc, il y a bien quelqu'un qui paye quelque chose. Et la question que j'avais posée la dernière fois, qui est une question qui requiert... donc, vous allez devoir vous accrocher parce que c'est très difficile. Donc, l'astuce qu'ils avaient trouvée, c'est que donc, les boîtes qui avaient besoin de gaz envoyaient des euros à la banque en Russie, qui elle, est toujours autorisée à travailler puisque c'est la banque du pétrole. Et à ce moment-là, ils étaient immédiatement changés en roubles, et les roubles servaient au paiement. Donc, on ne payait pas en roubles, on payait en euros, et c'était ensuite changé en roubles, c'était les Russes qui décidaient de faire ce qu'ils voulaient de l'argent qu'on leur avait payé, ce qui est bien normal. La seule chose que je ne comprends pas là-dedans, c'est que, mettons, vous êtes la Rosneft-Bank, là, ou je ne sais pas quoi, vous recevez des euros. Donc, vous êtes crédité dans votre compte en euros, et puis vous payez des roubles. Vous échangez ces euros contre des roubles, donc vous allez vous retrouver, une fois que vous avez payé à l'État pour le gaz, vous allez vous retrouver avec des euros. Mmh. Beaucoup d'euros. Beaucoup d'euros. Et qu'est-ce que vous en faites ? Bah oui. Puisqu'ils sont interdits. Donc, je ne comprends pas exactement comment ça se passe. Alors, où est-ce qu'ils liquident leur position ? Comment vous liquidez cette position en euros ? Alors... Parce que, bon, si un Russe... ils ne peuvent pas acheter de l'or, parce qu'aujourd'hui, l'or, il est à 5000 roubles le gramme. Et si vous faites le calcul sur l'or à 5000 roubles le gramme, avec le rouble à 65 au dollar, là, l'or est sous-évalué de 25%. Oui, l'or est sous-évalué. D'ailleurs, pourquoi est-il sous-évalué ? Il est sous-évalué de 25%, parce que si tu t'es acheté de l'or à... mais je comprends ce que c'est une sous-évaluation, mais pourquoi l'or n'est pas sa vraie valeur ? Pourquoi ? Ce que je comprends pas, c'est pourquoi les gens payent leur pétrole en roubles, alors qu'ils pourraient acheter de l'or et le payer 25% moins cher, et payer en or. C'est vrai aussi. Donc normalement, il y a des gens qui s'appellent les arbitrageurs qui ramènent le... Donc aujourd'hui, l'or, compte tenu du prix du rouble, devrait être aux alentours de 2400. Il est à 1900. Donc... Il y a quelque chose qui se passe dans les marchés... Qui n'a aucun sens. Qui n'a aucun sens. Les prix ne s'arbitrent plus. Bah oui, parce qu'effectivement, comme tu dis, il devrait passer par l'or. Alors, est-ce qu'il n'y a pas la liquidité suffisante ou alors est-ce que c'est la Chine... Les États-Unis ont interdit à tout le monde, au monde entier quasiment, d'accepter des ordres sur l'or par la Russie.
D'accord. Et pourquoi on respecte ce qu'ils nous disent les États-Unis? Je vois pas pourquoi les Chinois devraient respecter les interdits à Hong Kong, les Indiens, et l'Arabie Saoudite. Je ne sais pas s'ils ont envie de passer un ordre sur l'or. Ou Koweït, ou je ne sais pas, tous ces pays-là. Donc, il y a quelque chose qui se passe en ce moment entre le prix du gaz, le paiement, l'or, qui ne fait aucun sens. Et je ne comprends pas exactement d'où ça vient. Donc, la conclusion à laquelle j'arrive, c'est qu'on nous raconte des calembredènes. Qu'il y a quelqu'un qui est en train de cacher quelque chose quelque part. Je ne crois pas que ce soit les Russes, parce que je ne vois pas quel serait leur intérêt. Mais l'euro... Ça doit être la Commission européenne, mais ce qui se passe, ça m'étonne qu'on ne voit pas ce qui... Non, mais je ne vois pas qui a gagné. Surtout, je ne comprends pas où sont les arbitrageurs qui, normalement, devraient faire monter l'or, baisser le rouble, etc. quoi. Donc, il y a des systèmes. Il y a un système de blocage à l'heure actuelle... Qui n'a aucun sens. Qui n'a aucun sens. Et voilà, je voulais simplement vous dire que, de temps en temps, votre gourou préféré, il ne comprend rien. Non, mais il n'y a pas de honte à dire que parfois... Là, il se passe des phénomènes auxquels je ne comprends rien. La seule chose que j'ai envie de faire, c'est d'acheter de l'or en me disant, celui-là, il n'a pas l'air d'être cher. S'il est sous-évalué et que tu penses qu'il va monter... Il est sous-évalué par rapport au rouble aujourd'hui. Oui, par rapport au rouble, bien sûr. Oui, mais ce que je ne comprends pas, c'est une fois que vous avez payé, vous avez reçu vos euros et que les euros sont passés à un compte russe, qu'est-ce que les Russes font de l'euro ? Puisqu'ils ne peuvent rien en faire. C'est comme s'ils donnaient leur gaz gratuitement, quoi. Puisqu'on les paye en quelque chose qui n'est pas une monnaie, c'est un outil qui sert à échanger. C'est la valeur. C'est une des trois fonctions de la monnaie, d'être moyen d'échange. C'est pas un moyen d'échange. Donc on les paye dans une monnaie qui n'est pas un moyen d'échange. Donc pourquoi acceptent-ils ? Il doit y avoir des counterparts de la part de la Commission européenne. Mais je ne vois pas où elle trouve son truc. Elle n'a pas de rouble, la Commission européenne. Voilà, t'es comme moi. Je me gratte la tête avec férocité en me disant, écoutez, moi pas comprendre. Hein. Il y a des moments, il faut simplement dire que quand les gouvernements, les inspecteurs des finances, etc., se mettent à monter des coûts, il y a des trucs qu'on ne comprend pas, quoi. Voilà, j'avoue, à ma grande honte, que je ne comprends pas les prix à l'heure actuelle sur le rouble, sur l'or, sur toute une série de choses, sur l'euro. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ça marche. Alors... Ayant admis mon incompétence, maintenant on va passer à au domaine de compétences. Non, vous êtes probablement tous certains que de toute façon je suis incompétent depuis le début, mais là il y a des moments où je vous dois dire, écoutez, moi je comprends pas, je suis désolé, mais il y a des trucs que je comprends pas. Tout ce que je sais, c'est que je suis rassuré de savoir que monsieur le maire comprend, mais à part ça, j'aimerais qu'il m'explique, quoi. Alors, revenons sur un domaine de compétences. J'ai posé sur Twitter des questions. Enfin, j'ai demandé aux gens quelles étaient leurs questions. Et alors, assez facilement, les gens aimeraient bien que tu leur réexpliques, en fait, le mécanisme de l'inflation. Parce que hier, Pierre-Édouard Leclerc est passé à la télévision en disant qu'en définitive, s'il y avait une inflation, c'était parce que les entreprises stockaient dans l'alimentaire. Et certaines personnes disent oui, mais en fait, ils gardent des stocks en Pologne, en Roumanie, ainsi de suite, pour entretenir des faux prix. Mais quand tu regardes la hausse des prix dans l'alimentaire, par exemple, le poisson a pris 15%, les légumes ont pris 20%, on ne stocke pas des fraises pour les ressortir 2 mois après. Ça marche pas. Et j'ai envie de dire que quelque part, sur le filet de cabillaud, tu pourrais me dire tu le congèles, mais enfin un poisson congelé, tu es obligé de le dire aussi par rapport à un poisson frais. Donc, est-ce que tu pourrais réexpliquer cette inflation, pourquoi on s'en trouve là, et comment on s'en sort quand tout augmente, et est-ce que justement, il n'y a pas une manipulation des entreprises de garder des prix hauts, à ton avis ? C'est le vieux canard que la... Je sais pas si... moi, je suis âgé, mais quand j'étais jeune, il y avait de l'inflation et il y avait un ministre, je crois, de Gaulle, qui s'appelait M. Missoff, et qui avait découvert que l'inflation, c'était parce que les gars qui faisaient de la viande faisaient monter les prix de façon abominable. Donc, il fallait suivre le bœuf, il appelait ça, il avait monté ça. C'est donc le gars qui essaye de faire monter ses marges. Donc, quand les gens ont fait des bêtises, il est d'usage de chercher un bouc émissaire. Maintenant, compte tenu du niveau d'intelligence économique qu'il y a en France, le bouc émissaire, c'est les producteurs qui s'en mettent plein les fouilles. La grande distribution.
Bon, ça peut être la grande distribution, ou les fabricants de fraises, ou qui d'un seul coup fait passer un accord sournois pour vendre leurs fraises 20% plus cher. Tu penses comme ça, c'est possible. En principe, quand tu vas à Rungis et que tu vois la façon dont les prix se font, là, c'est la concurrence la plus... s'il n'y a pas de... Donc ça, c'est l'explication imbécile faite par le journal qui ne comprend rien, le journaliste qui ne comprend rien, ce qui est presque un pléonasme. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'inflation ? L'inflation, comme le disait ce brave Rueff une fois de plus, Rueff c'était un grand économiste français, c'est de subventionner des dépenses qui ne rapportent rien avec de l'argent qui n'existe pas. Bon, alors... On a subventionné des dépenses qui ne rapportaient rien. Par exemple, les 600 milliards de dettes, ils ont été dépensés. C'était vraiment... Et c'était de l'argent qui n'existe pas, puisque ça se retrouve maintenant dans notre bilan, mais c'était pas de l'argent gagné, c'est de l'argent emprunté. Donc il faudra un jour le rembourser. Bon. Donc, techniquement, on a la condition essentielle de l'inflation, c'est d'avoir plus d'argent produit que de biens produits. Mmh. Que les gens réfléchissent une seconde. Si tu as une masse monétaire de 100 et un PIB de 100, si d'un seul coup ta masse monétaire passe de 100 et que le PIB reste à 100, il est probable que le PIB en valeur nominale va passer à 200 parce que tout va monter, quoi. Donc tout le monde comprend ça, c'est presque une règle de 3, quoi. Je sais que monsieur le maire ne sait pas faire des règles de 3, mais enfin bon, une règle de 3, quoi. Bon. Et alors comment ça se manifeste toujours dans l'histoire? C'est ça qui est tuant, c'est que c'est pas ça, pas pour la première fois. Hein. On se manifeste toujours de la même façon. C'est-à-dire qu'au début, vous créez plein d'argent qui n'existe pas. Donc, qu'est-ce qui monte en premier ? Ce qui monte en premier, c'est l'immobilier et la bourse. Parce que les gens, comme ils reçoivent plein de fric, ils ne savent pas quoi en faire, ils se disent, tiens, je vais m'acheter un nouvel appartement, et tiens, je vais m'acheter des actions liquides, quoi. Puisque maintenant j'ai du pognon, donc voilà. Donc, la première hausse, c'est toujours, dans le fond, l'épargne à long terme. Les valeurs d'épargne à long terme, l'immobilier et la bourse, ça monte. Et parfois, les taux d'intérêt baissent, puisqu'il y a d'un seul coup, il y a plein de pognon, donc les gens qui achètent des obligations, ils achètent des obligations parce qu'ils peuvent faire autre chose. Là, ça risque pas de baisser, puisqu'on est déjà sur les taux d'intérêt. On est quasiment zéro, près de zéro. Bon. Donc ça se passe toujours bien, et ça, c'est très populaire. En général, on fait ça juste avant une élection, de façon à ce que les gens se sentent bien riches et votent pour celui qui a voté. Et puis, au bout d'un certain temps, ça s'appelle l'effet cantillon, c'est la diffusion de la monnaie. Au début, la monnaie arrive à ceux qui sont près de l'émetteur de monnaie, la Banque centrale. C'est-à-dire Goldman Sachs et les gens qui ont du fric, comme Bernard Arnault, allez. Donc, ils se retrouvent avec plein de pognon. Donc, ils investissent, ce qui fait très bien. Et puis, au bout d'un certain temps, cet argent, les gens qui ont acheté leurs actions et tout, se disent, maintenant, je vais m'acheter un peu plus de rôti de bœuf, allez. Et comme la demande pour le rôti de bœuf augmente et que les bœufs, ça met 1 an, 2 ans à être... arrivé à maturité, le prix du bœuf monte. Et c'est là que les gens commencent à gueuler en disant, le panier de la ménagère, et le pouvoir d'achat. Oui. Mais tu appliques ça au pétrole aussi, hein. On produit 100 millions de barils par jour de pétrole, c'est pas parce que tu doubles la masse monétaire que tu vas que tu vas augmenter ta production, parce qu'il faut 7 ans à peu près pour... Donc tu te retrouves avec le prix du pétrole qui monte, et à ce moment-là, le gilet jaune commence à gueuler en disant, écoutez, moi, 35 km par jour pour aller au bureau, et en fumant ma clope, dans mon moteur diesel, maintenant j'y arrive plus, quoi. Et ça, c'est la deuxième étape. En général, ça se passe assez mal. Et la troisième étape qui arrive toujours, c'est qu'à un moment ou à un autre, les gens commencent à avoir une défiance vis-à-vis de la monnaie. C'est-à-dire qu'ils disent, maintenant je vais me mettre à économiser non plus dans mon livret A, mais je vais acheter des Napoléons. Ouais. Donc les trois étapes de l'inflation, c'est la partie... c'est comme quand tu prends, j'en ai jamais pris de ma vie, mais j'imagine une bonne sucée de cocaïne, quoi. Ouais. Tu te sens bien... T'as le high et puis après t'as après ça tu redescends. Donc on a filé un montant de cocaïne gigantesque à nos systèmes. On a eu l'effet heureux de la bourse qui montait alors que tout allait mal. Ouais. Et puis maintenant on se retrouve avec les gens dont le niveau de vie se met à baisser parce que tout ce qu'ils achètent a beaucoup plus monté que leur salaire. Mais à cela aussi, on se prend maintenant... Ah oui, parce que ça, c'est l'autre problème, c'est qu'on va nous expliquant
que ça serait la faute à l'Ukraine. Alors, non. Alors, ça n'aide pas dans le sens où, effectivement, le prix des matières premières se retrouve monté d'autant, mais c'est un temps long qui avait commencé avec l'impression monétaire de la BCE. Bien sûr. D'ailleurs, on vous l'a dit ici, quand on a expliqué l'inflation, Milton Friedman. Non, mais parce qu'il faut quand même voir que BFM titre « Hausse du prix de l'alimentaire, la guerre en Ukraine ». Donc, ça prouve simplement que... Vous savez, c'est ce qu'on disait, je crois, de Radio Paris pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. C'est parce que c'était à l'époque... voilà, c'est simplement BFM TV est devenu un torchon, quoi. Et je ne peux pas croire que les gens chez BFM TV, dont certains sont compétents, ne savent pas ce que je dis. Donc, ça veut dire qu'il y a toute une série... de moyens d'expression de médias aujourd'hui, quand ils vous parlent de fait que les producteurs de bœuf s'en mettent plein les fouilles ou j'en sais rien, ils savent qu'ils mentent et ils savent qu'ils disent des bêtises. Et ils savent qu'ils surtout, c'est plus grave qu'ils impliquent quelqu'un qui n'a rien fait, qui est innocent. Comme toujours le bouc émissaire. Mais oui, mais... le bouc émissaire, c'est celui... C'est une chose de dire c'est pas de ma faute, c'est une chose de dire c'est lui le pelé, c'est lui le galeux. Mais c'est ça, et c'est exactement la fable de La Fontaine. Et c'est toujours sur l'âne à la fin que tout le monde se met d'accord pour le liquider, quoi, parce qu'il y est pour rien. Mais donc on est dans un développement parfait d'une inflation qui a été conçue et voulue de toutes pièces par les pouvoirs en place pour ne pas avoir à repayer leurs dettes. Parce que si la valeur de la monnaie s'écroule, si tu as emprunté 100 et que la valeur de la monnaie baisse de moitié, toi en tant qu'emprunteur, tu rembourses que la moitié, tu vois, c'est quand même beaucoup plus facile. Et donc ça a été fait pour l'État, et la question à laquelle j'arrive, c'est j'en arrive à me demander, en 1986-87, les papiers sont toujours disponibles, j'avais écrit une série de papiers pour expliquer que l'Union soviétique allait s'écrouler. Et pourquoi elle allait s'écrouler ? Bon. Et j'en me suis en train de me demander, est-ce que nos social-démocraties ne sont pas en train de s'écrouler, et pour les mêmes raisons ? Elles sont incapables de gérer le temps long. Elles favorisent tellement sans arrêt le court terme, qu'en fin de parcours, on ne fait plus aucun investissement à long terme. Et pour gagner les élections, on imprime de la monnaie. Et ayant gagné les élections, on se retrouve avec trop de monnaie et de l'inflation, et là, on ne sait pas quoi faire. Donc, je me demande si on ne va pas avoir le deuxième écroulement du socialisme dans nos vies. C'est-à-dire, le premier, c'était l'Union soviétique, la forme violente, et le deuxième, la forme soi-disant démocratique, la social-démocratie, qui, aujourd'hui, quand je regarde nos systèmes, je me dis, le système social-démocrate n'est pas tenable. Par exemple, je crois que la France doit faire quelque chose comme 1% du PIB mondial ou quelque chose comme ça, et elle a 9% des dépenses sociales. Mmh. On est à 9,4. Oui, et donc, je me dis, c'est pas tenable. Donc, c'est des décisions politiques qui sont prises par des gens, et on l'a très bien vu dans l'histoire, par exemple, des centrales nucléaires. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 1 an et demi, M. Macron voulait fermer toutes les centrales nucléaires. Mmh. Ou en fermer la moitié, ou je ne sais plus quoi. Et puis on se rend compte que ce qu'il faut, c'est en faire plus. Donc 1 an après, il nous dit qu'on va relancer le programme nucléaire. Mais vous vous rendez compte, l'homme qui est en charge du temps long de la France, le président de la République, les intérêts suprêmes de la nation, comme dit la Constitution, s'amuse à regarder quelque chose comme la fourniture d'énergie qui requiert des raisonnements à 25 ans, et en 1 an, change complètement d'opinion. Ça vous dire à quel point ils sont dans le temps court. C'est un peu comme si tu passais d'une coupe à la garçonne et tu disais pour l'an prochain, je veux des cheveux jusqu'aux fesses. La taille. Tu dis, oui, mais ça va être difficile vu qu'on a tout coupé l'an dernier. Donc, vous vous rendez compte quand même, pour laisser pousser des cheveux, ça va prendre 10 ans. Ah non. Bon. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, et c'est ça qui me tue. Il y a une phrase qui disait, je crois que c'était Bossuet, Dieu se rit des hommes. Les causes, les effets... Dieu se rit des hommes qui maudissent les effets des causes qu'ils chérissent. C'est-à-dire que, donc, on veut acheter le peuple sans arrêt en lui expliquant qu'on va s'occuper de lui, on va le protéger. Ça amène à l'appauvrissement général et tout le monde se plaint. Non. Ce qui se passe est parfaitement logique, parfaitement normal, parfaitement prévisible. Et c'est pas par hasard qu'ici, depuis 3-4 ans, on dit aux gens, n'ayez pas une obligation française. Alors,
Olivier de la Salle te demande « Est-ce que Charles pourrait expliquer sa théorie du capital ? Pourquoi est-ce si rare ? Comment le ressusciter, le capital, s'il a été détruit ? Il en parle souvent comme si c'était évident, mais il y a tellement de façons de comprendre ce concept que ce serait intéressant d'entendre la sienne. » Alors... Das Kapital. Das Kapital, voilà. Donc, la façon dont le capital se crée, c'est par l'épargne des ménages. Oui. Voilà, bon. Il y a des cas où il y a du capital qui est créé par l'État quand il est en surplus budgétaire, mais ça on ne va pas en parler parce que c'est un gros mot. Un État en surplus budgétaire, ça fait 30, donc on va dire que ça n'existe pas. Donc vous avez un capital. Qu'est-ce que c'est que le capital ? Ce sont des gens, derrière, dans le fond, quand vous avez un capital dans un pays, vous pouvez utiliser ce capital pour payer des gens à autre chose que des objets immédiats. Tu Il est complètement d'accord. Il est complètement d'accord, le chien. Des objets immédiats, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une société très pauvre, c'est vraiment du champ que vous travaillez à la récolte que vous bouffez, et puis du champ que vous travaillez à la récolte que vous bouffez, il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas de capital. Mais si vous commencez à mettre un petit peu d'argent de côté, vous pouvez peut-être vous acheter des bennes, des tracteurs, etc., ce qui augmenteront la productivité, ce qui permettra de développer plus. Mais ce capital, il sert, que tu as mis de côté, qui est un capital monétaire, il va te servir à payer des gens, mettons 10% de la population, qui, eux, travailleront pour quelque chose qui donnera, comme une centrale nucléaire, des résultats dans 10 ans. Mais ces gens-là, il faut les payer. Donc le capital, c'est ce que tu extrais de la consommation de tous les jours, tu en extrais un capital monétaire, et avec ça, tu développes un capital physique, ce qui suppose que des gens vont travailler pour développer ce capital physique, c'est-à-dire c'est une espèce de détour. Tu prends le détour capitaliste, tu mets du pognon de côté, tu le donnes à des gens qui vont faire des centrales nucléaires, et les gens qui travailleront là-dedans, ils seront payés pendant 10 ans, alors même que ça ne produit rien. Oui. Donc ça veut dire que c'est le produit de l'épargne passée qui est utilisé à payer ces gens. Et pour que ça marche, alors les marxistes pensaient qu'il n'y avait que le capital et le travail, mais pour que ça marche, la différence que j'ai avec beaucoup de gens, c'est qu'il faut qu'il y ait un type au milieu qui soit l'entrepreneur, qui lui ait des idées sur la façon dont on va utiliser au mieux ces gens qu'on peut utiliser comme ça à produire des choses dans le futur. Donc pour qu'un système marche, il faut qu'il y ait des gens qui épargnent, des gens qui travaillent sur des projets à long terme, et au milieu des gens qui sont capables d'orienter le capital comme il faut. Et les mauvais font faillite, les bons gagnent, donc c'est un système darwinien. C'est un système absolument darwinien. Et si tu empêches le darwinisme, eh ben à ce moment-là, les pertes s'accumulent, et les pertes s'accumulant, le capital qui était au départ disparaît. Mmh. Puisque il faut bien les nourrir, ces gens. Et donc ils vont chercher le capital. Et à la place de se renouveler par des profits, ils baissent. Si tu donnes du capital à une firme qui fait 100 de profits, puis 110 l'année d'après, 121, 10% par an, comme ça que ça monte. Donc cette partie des profits devient presque autosuffisante, elle peut générer, c'est une épargne. C'est une épargne qui est faite par les gens très compétents. Mais si tu le donnes à l'État qui fait 100, et puis 90, 80, 70, il y en a de moins en moins de capital. Donc, qu'est-ce que tu réponds à des gens comme Thomas Portes cette semaine qui dit oui, c'est absolument scandaleux, une société comme Fleury Michon a fait des dividendes et va redonner à ses actionnaire une partie très large de dividendes alors que les salariés ne vont pas être augmentés. Je dis une chose tout simple, c'est que si tu ne payes pas les gars qui épargnent, les gens vont cesser d'épargner. Et donc, il n'y aura pas de Fleury Michon. Parce qu'il faut quand même rappeler que l'actionnaire, à la base, c'est quoi ? C'est acheter une action, ça veut dire prendre un risque. C'est-à-dire que tu peux tout perdre. Le salarié, lui, a eu un échange contractuel avec le patron. S'il perd son boulot, il en retrouvera un autre, on espère. Non, mais et surtout, le but du contrat a toujours été un échange d'un certain nombre d'heures contre un échange de salaire. À aucun moment, il n'a été dit dans ce contrat, et vous aurez aussi peut-être des dividendes de la société, si toutefois, néanmoins. Si toutefois, alors il peut se passer. Donc, mais ça, c'est la vraie question, c'est...
pour que le système fonctionne, il faut qu'il y ait des gens qui épargnent. Pour qu'il y ait des gens qui épargnent, il faut qu'on leur paye cette épargne. Donc, il y a deux façons. Sinon, ils vont préférer soit l'enterrer, soit ils vont préférer en jouir et consommer. Et consommer aujourd'hui. Et consommer aujourd'hui en se disant, je vais me faire plaisir, je vais m'acheter... par exemple, on n'amortit pas les centrales nucléaires. Si on n'amortit pas les centrales nucléaires, une fois qu'on aura bouffé tout le capital qu'on a mis dans les centrales nucléaires, on se retrouvera sans centrales nucléaires et sans capital pour les remplacer. Une petite cigale. Une petite cigale. C'est exactement la cigale et la fourmi, c'est ça. Donc, le capital... C'est quelque chose qui est très difficile à comprendre parce qu'au départ, les gens constituent un capital monétaire pour leur épargne. C'est comme ça qu'ils épargnent, ils le mettent dans des actions ou dans des obligations. Allez. Ils le constituent. Puis ce capital est prêté à un entrepreneur qui va le transformer en actifs réels. Et ces actifs réels vont créer, si tout va bien, une rentabilité finale qui permettra de rembourser l'épargne monétaire de départ. Mais c'est parce qu'ils ont fait des produits et des services qui sont une réalité. Donc là, à ce moment-là, ça devient physique, le capital. Donc tu dois avoir une espèce d'adéquation entre le capital monétaire et le capital physique. Et ce qu'il faut, cette éducation, c'est un système d'entrepreneuriat qui marche. Mais si tu le donnes à l'État et que l'État le bouffe, tout ce que tu fais, c'est de la dette. Et donc, les gars ici, ils ont une épargne positive, l'État fait de la dette, et on se retrouve plus pauvre à l'arrivée, puisqu'il n'y a rien. Donc, ce que j'essaie de dire, toujours, mais les gens se moquent de moi, c'est que je veux dire, l'entrepreneur, il a cette caractéristique essentielle, que j'appelle l'étincelle divine, de pouvoir créer quelque chose qui n'existait pas avant lui. Alors, tous les chefs d'entreprise ne sont pas des entrepreneurs, mais tous les chefs d'entreprise doivent faire des profits, sinon ils sautent. Est-ce que tu ne penses pas quand même que depuis quelques années, il y a une sorte de dévoiement de ce système de dividendes où il y aurait une rémunération un peu outrancière Alors ça, c'était une bonne question. La réponse est non, mais pour des raisons qu'on ne donne jamais. C'est-à-dire que tu prends par exemple la rentabilité des affaires qui opèrent en France, sur le territoire physique de la France. Et tu te rends compte que la rentabilité du capital investi, comme je l'ai souvent dit, est à peu près la moitié de ce qu'elle est en Allemagne, en Angleterre ou dans les autres pays. Ça veut dire que c'est pas du tout rentable d'être entrepreneur. Mais en France, nous avons eu des entrepreneurs de génie qui ont compris il y a longtemps que la France, c'était un peu délicat d'y gagner de l'argent. Donc, ils ont des entreprises qui, à l'origine, sont françaises et qui investissent dans tous les pays du monde. LVMH, L'Oréal, tous ces gars-là. Et ces gars-là, ils sont passés d'un seul coup d'un marché de 65 millions de personnes à un marché de 7 milliards de personnes. Donc, s'ils ont des très bons produits, qu'ils vendent très bien et qui sont très bien gérés, ces sociétés-là vont gagner de l'argent comme des folles par rapport au territoire français. Et elles vont distribuer des dividendes. Mais ce n'est pas des dividendes qui ont été prélevés sur la France. C'est des dividendes qui sont passés parce que c'est 7 milliards. Et donc, ça paraît gigantesque par rapport à la France. Alors ça, c'est vrai pour effectivement LVMH ou même une boîte comme Decathlon qui vend en dehors de la France très largement. Est-ce que c'est vrai pour Fleury-Michon ou l'agroalimentaire ? La Fleury-Michon, l'agroalimentaire, ils perdent tout ce qu'ils veulent. Non, oui et non, parce que là, ils ont une année bénéficiaire record et ils ont des dividendes qui sont très très larges. Je ne connais pas le dossier de Fleury-Michon. Je ne connais pas, mais c'est effectivement dans l'agroalimentaire. Ça m'étonnerait que l'année prochaine, ils aient des bénéfices énormes. Parce qu'avec le prix des matières premières qui monte, ce qui s'est peut-être passé, c'est que Fleury-Michon, qui fait des conserves, d'après ce que je comprends. Tu sais, ils font les plats, ils font des conserves, ils font les plats tout préparés aussi, je crois. Voilà, à partir du moment où les ors de moussaka. Voilà, à partir du moment où les gens restent chez eux pendant un an et où ils sont subventionnés par l'État, il est évident que les gens ont acheté des plats qu'ils ont mis dans le four à micro-ondes, et donc Fleury-Michon a vu son chiffre d'affaires augmenter, mais simplement parce que l'État était en train de gaspiller l'épargne. Donc, quelque part, on peut se réjouir qu'une partie de cette épargne soit allée dans les profits de Fleury-Michon, ce qui permettra peut-être de passer une ou deux années difficiles, quoi. Donc non, c'est... pour une raison très simple, c'est qu'imagine que dans une activité, les profits soient trop élevés, trop forts. Il y a des tas d'entrepreneurs qui vont se dire, moi aussi je vais faire des moussaka.
Oui, c'est ce qu'on a vu dans les ongleries il y a quelques années chez les femmes. C'est-à-dire qu'il y avait à Paris raisonnablement des gens qui faisaient les ongles, et puis tout à coup, je sais pas, j'imagine que il devait y avoir une énorme marge sur la manucure à 20 €. On en a vu sortir, mais comme des petits pains. C'est-à-dire que dans une même rue maintenant, les coiffeurs, oui, mais regarde, dans Montfavet, il y a je sais pas combien. Il y a 6 ou 7 coiffeurs pour un village où les femmes sont pas vraiment coiffées. Et l'autre moitié a des foulards, donc on se rend pas compte non plus. Bon, peut-être elles sont coiffées en dessous. Mais à chaque fois, je me dis, mais 7 coiffeurs, dont 3 au centre-ville, centre-ville, autour de l'église, quoi. Autour de l'église. Non, mais donc c'est ça, c'est qu'en principe, il y a un système d'ajustement, mais si tu empêches le système d'ajustement de fonctionner, c'est peut-être ce qui se passe avec le rouble aujourd'hui. Ce que je dis, c'est qu'il y a un système d'ajustement qui ne joue plus dans les marchés, là, à l'heure actuelle. Et si, voilà, à ce moment-là, le système se bloque. Et ces dividendes vont revenir chez ceux qui ont investi chez Fleury Michon. Et j'imagine qu'ils vont pouvoir soit acheter les autres entreprises, soit créer des autres entreprises, soit acheter plus de voitures ou j'en sais rien. Donc en principe, ça se redéfinit dans l'ensemble. Mais on ne peut pas dire une seconde que les problèmes de la France viennent de ce que la rentabilité du capital est trop forte. Ça, c'est une imbécilité, mais foudroyante. Alors, une autre question. Que penses-tu de la hausse des taux probables de la Fed dans un sens ? Et qu'est-ce que tu penses aussi de la politique européenne qui visiblement tend à se priver de commerce avec la Russie ? Est-ce que tu penses que l'euro va tomber encore plus bas que ce qu'il est ? Et est-ce que tu penses que le rouble et le yuan sont devenus désormais des monnaies de réserve ? Alors, il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. Alors, on va essayer de les prendre. Il y en a 3, en fait. Il y en a 3. Donc, les taux de la Fed. Est-ce que ça va faire remonter les nôtres ? Alors, bien sûr, ça va faire monter les nôtres. Ça a déjà fait monter les nôtres. Alors là, j'ai commis un petit papier cette semaine où j'avouais une fois de plus... En ce moment, j'ai beaucoup de mal. Intellectuellement, je dois vieillir, mais j'ai beaucoup de mal à expliquer comment on va s'en sortir. Parce que prenez l'exemple de la France. On a quoi ? 2500 milliards d'euros de dette ? Oui, je crois. 2006. 2006. Bon, oui, ça monte tout le temps. Mais enfin, bref, 2006. Bon. Alors, les taux d'intérêt étaient à 0 pendant 2-3 ans, donc ça ne coûtait rien. Mm-hmm. Bon. Imaginons simplement comme ça, pour l'explication aux gens, là, que les taux d'intérêt soient à 8. Oui, voilà. Le service de la dette. Ça fera 100% des recettes fiscales. 100% des recettes. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus un rond pour l'éducation, pour la défense, pour rien. Donc 4%, ça fera 50% des recettes fiscales. Ça veut dire qu'il faudra qu'on emprunte encore... Mais on pourra pas, parce que plus on emprunte, plus ça montera. Donc on est dans ce que Keynes appelait une trappe à dette, c'est-à-dire où financer la dette revient plus cher que la richesse que tu crées. Et comment on sort de ça ? Comment on va pouvoir sortir de ça ? C'était la question que je posais dans mon article de cette semaine. Oui, non, mais pour les auditeurs, quoi qu'on fait, quoi qu'on fait, Monsieur Gave. Quoi qu'on fait, Monsieur Gave, il y a que 2 possibilités. Une fois qu'on est dans la trappe à dette, où la dette s'accumule plus vite que la richesse qu'on crée, donc la première, c'est la faillite, où on dit, les gars, on fait ce qu'on a fait en France en 1797, ça s'appelait... Donc on met le FMI ? On met le FMI. Là, en France, il n'y avait pas de FMI en 1797, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la faillite des 2 tiers. On a dit, vous savez quoi ? On vous devait 100, on va vous donner 33, sur lequel on vous donnera du 3%, si vous me souvenez. Oui, mais alors ça marchait encore à peu près quand ta dette était détenue relativement en national, parce que c'était le cas en 1700. On le fait aux étrangers. Si on fait ça aujourd'hui avec notre dette qui est quand même détenue bien à l'international, vas-y te refinancer après sur les marchés. Tu te refinances. Tu vas plus être populaire. Hein. Non, mais tu prends une baisse de ton niveau de vie phénoménal. Ça, c'est sûr, ça. Donc, tu dis simplement, écoutez, les crétins qui m'ont précédé... étaient nuls. Non, mais tu te rends compte, il faut un courage politique pour faire ça. Tu vois Bruno Le Maire arriver en disant, les gars, on est désolé. C'est pas lui qui le fera. Ça, on est d'accord. Ce sera Mélenchon, mais c'est... parce que lui, il n'aura aucun problème avec ça. C'est ce que le Venezuela a fait avec beaucoup de talent. Donc vous ne remboursez pas votre dette. La deuxième possibilité, c'est que la monnaie dans laquelle tu as émis la dette s'écroule à un tel point
que le niveau de vie dans le pays des gens qui se servaient de cette dette pour vivre s'écroule, c'est la Russie, quand l'Union soviétique, quand ça s'est écroulé, à ce moment-là, le général qui avait pris sa retraite en tant que général de l'armée soviétique avait de quoi se payer avec ses émoluments mensuels une baguette de pain par mois, quoi. Oui, tu vois, c'est-à-dire que tu écroules le pouvoir d'achat de cette dette, c'est-à-dire que l'euro va à 20 au dollar, et à ce moment-là, tu fais un transfert de richesse gigantesque de gens qui détenaient la dette, le rentier, vers l'entrepreneur français qui, lui, va gagner de l'argent gros comme lui en vendant à l'exportation. Donc là, ça veut dire, si tu fais ça, ça veut dire aussi écroulement de ton immobilier? Ah, complètement. Peut-être pas en monnaie locale. Peut-être pas en monnaie locale, mais en valeur internationale, il s'écroule complètement, bien sûr. C'est le cas de l'Argentine, c'est le cas du Venezuela, c'est le cas de Cuba. Ça veut dire que tu n'as plus aucun produit d'import. Ça détruit, quand ça n'a plus d'import, et ça détruit complètement la classe moyenne. Voilà. Tu fourlères la classe moyenne, mais massivement. Et j'imagine que... Et tu mets aussi des quotas à l'importation, c'est-à-dire qu'il commence à y avoir des tickets, tu peux pas voyager, tu vas en vélo à ton boulot, quoi. Voilà, et effectivement, tu peux plus partir... Bon, alors c'est fini les vacances à Bali, hein. Ah, c'est fini les vacances à Bali, mais même les vacances en Espagne, ça devient compliqué. Ah voilà, à Taormine, ça va plus être possible non plus. Et voilà. Donc la première des choses... Bon, on a de la chance d'avoir un beau pays, mais on va bien le connaître, du coup. Vive les vacances dans le Vercors. Vive les vacances dans le Vercors. Donc ça, c'est la première solution. C'est un peu ce qui s'était passé en Asie dans les années... quand il y a eu la crise asiatique. Les monnaies asiatiques sont écroulées à tel point qu'il y a toute une partie de la classe moyenne qui a été ratiboisée. L'autre, c'est de dire, écoutez, je suis désolé les gars, mais les détenteurs d'obligations, je vais vous en payer qu'un tiers. On va pas être populaire, hein. Oui, mais si tu veux, à force de vouloir être populaire depuis 40 ans, on sera très très impopulaire à la fin. Mais on n'ira pas pendre au écourt M. Mitterrand, parce qu'il y a longtemps qu'il est mort. Dis-moi, est-ce qu'il y aurait une façon, demande Jérémy Lefeur... Attends, on n'a pas prêté les deux autres? Quoi? Il y avait 3 questions, tu m'as dit. Ah oui, c'est vrai. La troisième, c'était... Attends pour moi. Est-ce que le rouble et le yuan sont devenus des monnaies de réserve, du coup? Le rouble et le yuan sont en train de se rendre compte que si tu laisses des systèmes démocratiques décider de la façon dont la monnaie va être utilisée, au bout d'un certain temps, les gens se rendent compte qu'ils peuvent, par le vote, se voter des augmentations de salaire qui ne sont pas méritées. Tu vois, tu dis, écoutez, moi j'ai voté socialiste, donc on passe le SMIC à 10 000 euros par semaine, allez, tant qu'à faire. Comme là que la productivité n'est pas là, etc., ça veut dire que la monnaie s'écroule et qu'on est ramené au problème précédent. Donc ce que disent les Russes, les Chinois, et commencent à dire un certain nombre de gens, c'est qu'il faut enlever le pouvoir de créer de la monnaie à l'État. Parce que c'est une façon de lever des impôts et que ce n'est pas démocratique. L'inflation, c'est un impôt sur les pauvres. Et donc, la base de la démocratie et la base du libéralisme, c'est que les impôts contrôlent l'État. Or là, si tu veux, si l'État est pris par une camarilla qui décide qu'elle va augmenter les siens, sans productivité, c'est la monnaie qui est la victime. Donc à ce moment-là, donc la Chine et la Russie ont dit, si jamais on devient des démocraties, il faudra qu'on ait mis au point un système qui empêchera les élus de faire n'importe quoi. C'est pour ça que Milton Friedman disait que la première des décisions que devait prendre un gouvernement, c'était d'abolir toutes les banques centrales. Enlever le pouvoir de créer de la monnaie à partir de rien à l'État. Alors donc, on revient sur la question de Jérémy. Est-ce que toutefois, pour revenir sur la question de l'inflation, là, il y aurait une façon de s'en sortir par le haut, et qu'est-ce que tu ferais toi si t'arrivais aujourd'hui, je sais que tu démissionnerais comme première mesure, mais en imaginant que t'es démissionné, qu'on t'ait repris et que t'aies bien voulu y aller, tu ferais quoi là? Quelle serait une solution intelligente? La solution intelligente, il y en a qu'une et une seule, c'est de revenir à des prix de marché. C'est-à-dire qu'il faut... Donc il faut sortir de l'UE. Il faut sortir de l'UE, il faut sortir de l'Europe, il faut sortir de l'euro.
En tout cas, de l'UE, c'est pas totalement indispensable, mais je crois que ce serait nécessaire parce qu'on pourrait pas faire autrement. Donc il faudrait sortir de l'euro. De toute façon, si on sort de l'euro, on sort de l'UE ipso facto. Ce qui n'empêche pas les échanges. Ce qui n'empêche pas les échanges. Par exemple, il n'y a pas de traité particulièrement compliqué entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. Ils n'ont pas créé l'équivalent de Bruxelles. Et ils arrivent à envoyer des oranges partout. Ils arrivent à envoyer des oranges partout, c'est pas un problème. Donc laissons faire le marché, ça ira beaucoup mieux. Donc ce qu'il faut, c'est que pour répondre le plus facilement possible, il faut que le taux de croissance de l'économie devienne supérieur au taux d'intérêt qu'on paye sur la dette. Il va falloir qu'on ait une sacrée croissance. Donc il faut déréguler comme des fous, il faut privatiser, il faut que l'État se reconcentre sur ses fonctions régaliennes, il faut qu'il sorte de là où il n'en a rien à foutre. Et il faut donc qu'il y ait un transfert de richesse incroyable fait par l'intermédiaire du taux de change, c'est-à-dire que un taux de change surévalué, ça favorise les rentiers, ça défavorise les entrepreneurs. Ça fait 20 ans qu'on l'a, donc les entrepreneurs en France, ça fait 20 ans qu'ils dégustent. Donc il faut qu'on ait des changes sous-évalués pendant 20 ans pour que les entrepreneurs s'en mettent plein les fouilles et que les rentiers et les fonctionnaires, qui sont les rentiers modernes, soient payés avec des queues de cerises. Donc la seule solution, c'est de prendre des mesures favorables à la croissance. Mais comme ils ne peuvent pas le prendre parce qu'ils ont l'idée que, par exemple, il faut sauver Gaïa ou j'en sais rien, ben on est mal parti, quoi. Est-ce que tu penses que les banques centrales, pour revenir sur les banques centrales dont on parlait il y a 2 minutes, la dernière fois qu'ils étaient dans l'impasse, ils nous ont inventé les taux négatifs. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent inventer un nouveau truc idiot, demande Piège Oui. On ne sait pas quoi, mais est-ce que tu peux imaginer un truc idiot qui pourrait nous sortir de leur chapeau ? Si tu veux, à mon avis, le seul truc idiot qui vient toujours quand tu bloques les prix, etc., c'est les tickets de rationnement. Tu penses Crédit Social ? Le crédit social, si tu as une sale gueule, ou que tu as traversé quand il fallait pas, etc., bref, tu as un crédit social négatif, et ben tu n'as pas accès à la SNCF ou au transport en commun parce que tu es un mauvais citoyen. Tu ne peux pas prendre l'avion parce que tu l'as déjà pris une fois cette année. Tu l'as déjà pris cette année. Donc l'étape suivante de la dérive vers une... Mais ça paraît énorme de dire ça. Tu vois que tout à coup on nous dise « Ah ben non, je suis désolé, vous pouvez plus », tu te rends compte moi, on l'a fait pour les gens dans les hôpitaux qui ne voulaient pas se faire vacciner. On leur a dit, il y en a 15 ou 20 000 qui sont là, qui en ont coupé toutes les ressources, etc. Donc, si tu dis, écoutez, moi je veux aller aux États-Unis autant que je veux, on te coupe. Tu n'as plus le droit à rien. Oui, mais est-ce que tu pourrais pas, je sais pas, conduire jusqu'à Genève et y aller depuis Genève ? Ah oui, quand tu as de l'argent en dehors de France. Ah oui, parce que dans ces cas-là, pour toi, il y a aussi un contrôle d'échange. Bah oui. Ah oui. C'est toujours comme ça. En général, tu commences à bloquer les prix, puis ensuite il y a ces tickets de rationnement, et puis ça se termine avec le camp de concentration pour les entrepreneurs. C'est horrible ce que tu racontes. C'est pas la première fois dans l'histoire. Ça a commencé avec le blocage des prix de Dioclétien, ça devait être, bouge pas, au 4e ou 5e siècle après Jésus-Christ. Un empereur qui a martyrisé aussi tous les chrétiens, d'ailleurs, en passant. Mais enfin, c'était en passage. Ça, c'était juste une... C'était juste en passage. C'était juste en quand plus. On a des lions, qu'on a une Blandine, on essaie de faire un truc chaleureux. Et puis ça donne quelque chose à regarder au peuple. Voilà, c'est bien. On massacre les chrétiens, donc le massacre des chrétiens va assez bien aussi dans ce genre de régime. Mm-hmm. Les écorchages vifs. Tout ça, j'aimais beaucoup ça quand j'étais petit, je lisais les histoires, ça m'intéressait beaucoup. Tiens, une question intéressante, un peu portefeuille, mais pourquoi pas, demandée par Maître Capello 39. Oui. Je crois pas que ça soit son vrai nom. Pourquoi Charles Gave n'a-t-il pas de valeur d'armement dans son portefeuille, trop lié à l'État ou Trop lié à l'État. Trop lié à l'État. Trop lié à l'État. Et puis alors là, il y a des limites, je veux dire... comment dire, il y a des limites au cynisme du financier de base que je suis. C'est-à-dire que m'enrichir en sachant que Boeing et Lockheed et tout ça sont en train de détruire la démocratie américaine avec l'État profond américain, etc., je me dis, c'est pas un investissement de qualité à long terme, quoi. C'est marrant parce que pour autant, les gens, je me fais l'avocat du diable, vont te dire, oui, mais vous n'avez pas de problème avec des obligations d'État chinoises.
Oui, bien entendu, j'ai aucun problème avec les obligations de l'État chinois. Bon, mais ça, c'est parce qu'il te paye grassement. Bien entendu, d'abord vous devriez avoir mon compte où d'ailleurs, parce que je tiens à signaler aux gens qu'avoir un compte dans un paradis fiscal aujourd'hui, c'est vachement difficile. Hein. Puis alors, essayer de faire revenir du pognon du paradis fiscal vers vous, alors ça, c'est quasiment impossible. Tiens, quelqu'un demandait d'ailleurs si on coupait tous les paiements SWIFT des paradis fiscaux, est-ce que ça tuerait pas les paradis fiscaux ? Ben, ça tuerait l'économie mondiale, ça serait très bien. On a déjà coupé à la Russie, on va voir les impacts. Donc, il ne faut pas oublier que s'il y a des paradis fiscaux, c'est qu'il y a des enfers fiscaux. Donc, il y a beaucoup de gens qui, dans le fond, par exemple, la Suisse, pour les Juifs allemands, était un paradis fiscal en 35-36. Les Allemands qui se disaient, ça commence à sentir le renard, je vais mettre une partie de mon pognon en Suisse, s'ils ont réussi à sortir, ça leur a sauvé la vie. Et est-ce que c'était immoral pour un juif d'essayer de mettre son pognon en Suisse en 35-36 en Allemagne? Donc il ne faut pas oublier que sur les 140 ou 150 pays qui existent dans le monde, il y en a les 2/3 qui sont des dictatures. Donc est-ce que te protéger contre le fait que tu as des criminels qui sont dans ton pays en utilisant un paradis fiscal est complètement immoral? Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que la France a 65% ou 62% de l'État dans le PIB? Est-ce qu'on n'est pas en train d'arriver à une tyrannie fiscale? Ben, c'est des questions qui ne sont pas faciles à traiter. Voilà. Donc, pourquoi des obligations? Ben parce que, ayant vécu à Hong Kong, depuis pendant 10 ou 12 ans, j'ai vu, de mes yeux vus, la Chine passer d'une économie moyenâgeuse à une économie prospère en l'espace de 15-20 ans. C'est-à-dire qu'il y a des trucs abominables qui se passent en Chine, mais le niveau de vie moyen a augmenté dans des proportions phénoménales. Et on peut pas, quelque part, je vais dire encore une grosse bêtise, mais s'il y avait des élections en Chine libres aujourd'hui, j'aurais bien l'impression que les types qui sont au pouvoir l'emporteraient, parce qu'ils n'ont pas fait du mauvais boulot. Ils ont pris un pays qui faisait quand même 1,5 milliard de gens, qui était, quand je suis arrivé la première fois à Canton, il y a 25 ans ou 30 ans, je ne sais plus très bien, ben, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait qu'un hôtel qui faisait 4 étages, qui datait de l'an 1000 non, qui datait du protectorat, des années. Oui. C'était un vieil hôtel britannique. Et la première fois que j'ai ouvert mes fenêtres la nuit en Canton, il y avait pas d'électricité. Donc c'est tout noir, tout noir. Tout noir, tout noir. Par contre, il y avait un bouquin pas croyable parce que les Chinois sont bruyants. Ils sont bruyants, c'est effrayant. Tout ce qu'ils font, c'est bruyant. Ils mangent, c'est bruyant. Ils parlent, c'est bruyant. Ils conduisent, c'est bruyant. Donc, et puis vous allez maintenant à Canton, ben, c'est Las Vegas, il y a des trucs. Donc, vous savez, c'est la vieille blague du Chinois qui invite un dictateur sud-américain ou je ne sais pas quoi, dictateur chinois, et qui lui montre toutes les barrages qu'il a fait, etc. Et le type dit c'est très très bien, et puis le Chinois dit non seulement c'est très très bien, mais 10% pour moi. Et alors le latino-américain invite le Chinois, et lui montre la campagne en Amérique latine. Et le Chinois dit, mais il n'y a rien. Il dit, oui, mais 100% pour moi. Ben, il y en a eu 90% qui est allé au peuple chinois, quoi, dont le niveau de vie est monté, le niveau d'éducation est monté. La Chine forme aujourd'hui plus d'ingénieurs que tous les autres pays du monde mis ensemble. Nous, on forme que des avocats et des sociologues. Surtout des sociologues. Donc il faut aussi voir la chose. Je ne dis pas que c'est bien, mais je dis que le niveau de vie est monté, alors que chez nous, il a baissé. Oui. Et enfin, et je pense que ce sera la dernière question, oui, est-ce qu'il faut, demande Marie Griès, est-ce qu'il faut se débarrasser de nos euros, et si oui, au profit de quelle monnaie, de l'or ou du dollar? Il faut se débarrasser de vos euros toute affaire cessante, ça c'est évident. Du dollar à court terme, de l'or à long terme. C'est-à-dire que le dollar, il y a ce qu'on appelle, il faudra qu'on en parle un jour aussi, ce qu'on appelle une crise de liquidité internationale. C'est-à-dire que, aussi curieux que ça paraisse, il n'y a pas assez de dollars en dehors des États-Unis. Donc le dollar monte, pour des tas de raisons. On l'a fait il y a 3 semaines quand même. On a parlé de la crise de liquidité et de la crise de... Enfin, les deux crises différentes. Des crises différentes. Donc il y a une crise de liquidité.
Donc vous pouvez vous amuser, c'est comme une vague de surf, vous pouvez vous amuser à être sur cette vague, mais il n'en reste pas moins que les fondamentales du dollar sont abominables. Donc moi ce que je recommande aux gens qui peuvent le faire, c'est d'avoir la moitié en or et la moitié en obligations chinoises, comme ça. Parce que s'il y a un pet en Chine et que tout s'écroule en Chine, ce qu'on m'annonce depuis 25 ans, il est évident qu'à ce moment-là, l'or va passer à travers du toit, quoi. Donc c'est ce qu'on appelle un portefeuille diversifié. Ils vous donnent du 3%, les Chinois, ce qui est pas mal. Et puis la monnaie, par exemple, une obligation chinoise que vous avez achetée il y a 3 ans, en euros, elle est montée à 35%. Une obligation française, elle est à moins 10%. Donc en passant d'une obligation française à une obligation chinoise il y a 3 ans, vous avez 45% de plus aujourd'hui. C'est pas mal pour un truc qui est censé être sans risque. Bon, mais par contre... il est évident que je suis acheté par le gouvernement chinois et que vous devriez absolument vous bourrer d'obligations françaises qui, comme chacun le sait, sont un placement de père de famille. Voilà. Je pense que sur cette belle ironie... C'était de l'ironie, où je tiens à le dire. Oui. Du sarcasme, enfin un peu des deux. Écoutez, encore une fois, j'espère qu'on aura bien répondu à vos questions. N'hésitez pas à faire part de vos commentaires en dessous. Et puis, on se verra donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père. Et n'hésitez pas aussi à aller sur notre site internet, institutdeslibertés.org, pour lire nos articles. Parce que souvent, ça sous-tend quand même la réflexion semaine après semaine. Oui, et n'oubliez pas un truc, c'est quand il m'arrive de ne pas comprendre quelque chose, c'est qu'en général, il y a un loup quelque part. Oui. Il y a quelqu'un qui est en train de faire un truc. Quand c'est flou, il y a un loup. Quand c'est flou, il y a un loup. Et là, je dois dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a des trucs qui se passent dans les marchés. Je me sens méfiant, quoi. Je me dis, donc... Ça sent le renard. Ça sent le renard. Voilà. On pense à Bettina. On pense Bettina, c'était mon chien qui avait une tête de renard. Chaque fois qu'on mettait la tête de renard, elle se mettait à hurler parce qu'elle détestait le renard. Ben moi, en ce moment, si vous voulez, je trouve que ça sent le renard. Mais je sais pas très bien pourquoi, mais... Oui, pouf, pouf, pouf. Voilà, et ben merci encore de nous avoir suivis et je vous dis à la semaine prochaine. Merci encore. Beaucoup.